Bien, bonsoir à toutes et à tous que je n'ai pas vus, certains que j'ai pu embrasser et d'autres le cœur y est. Alors aujourd'hui, c'est la dernière réunion publique que je fais avant le premier tour et je suis heureuse de finir par Banyuls, par cette Côte Vermeille. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir deux maires de la Côte Vermeille avec nous ce soir, puisque nous avons le maire des lieux, Jean-Michel Soulier, et le maire voisin de Port-Vendre, Jean-Pierre Romero. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. Alors, je disais, cette Côte Vermeille qui est si attachante et qui est si symbolique du département. Et je me faisais la réflexion en arrivant que j'ai fait la connaissance à Banyuls d'une famille qui s'est installée ici en résidence secondaire. Je peux le dire, la famille Campbell, les whisky Campbell, je pense que tout le monde connaît. Et donc je les ai connus pendant le mandat de député. Et c'est vrai qu'ils sont très sympathiques, très simples et très accessibles. Et je leur ai demandé comment ils étaient arrivés à Banyuls. Parce que c'est vrai qu'ils habitent à Hong Kong, ils ont des affaires à Londres. Et pourquoi Banyuls, toi? Comment Banyuls? Et alors elle me disait qu'un jour elle était dans l'avion, Madame Campbell, entre Hong Kong et Londres, et il y avait une publicité pour le Banyuls. Et elle m'a dit qu'il y avait un petit tonnelier, il faisait des dégustations de Banyuls, et il y avait une brochure avec les paysages de Banyuls, avec Poly, l'as de Poly, et tout le coin de Banyuls. Et elle l'a montré à son mari, et son mari lui a dit « c'est là qu'il faut qu'on ait une résidence ». Alors il ne voulait pas aller sur la Côte d'Azur, parce qu'ils n'aimaient pas, parce que c'est surfait, le tourisme, ils voulaient quelque chose d'authentique. Et ils voulaient le sud de la France, parce qu'il y a le soleil et le climat. Et ils voulaient une station balnéaire avec du vignoble. Et du vignoble de qualité, quand en plus ils l'ont goûté, alors ils se sont dit, ben, c'est là qu'il faut qu'on aille. Et donc ils se sont installés dans une maison qui est très très agréable au bord de l'eau. Et bon voilà. Et comment des gens de Hong Kong viennent s'installer à Banyuls. Donc, monsieur le maire, voilà, la promotion des plages et de la ville, elle va très très loin et donc elle est très appréciée. Par contre, ils m'ont dit, bon, la France avait la qualité de vie extraordinaire. Alors, pour venir y travailler, jamais de la vie, quoi. Donc, c'est-à-dire quand même qu'on a une réputation en la matière sur le droit du travail, sur les difficultés, les complexités administratives. Je me souviens qu'elle avait un homme à tout faire un petit peu, qui travaillait pendant l'année, pendant qu'ils n'étaient pas là, parce qu'ils ont une petite partie de vigne. Et elle me disait que le premier ne donnait pas satisfaction, et elle avait voulu s'en débarrasser, et elle a dit, mais c'est impossible, quoi. Elle ne comprenait pas que quelqu'un qui ne donne pas satisfaction, on ne puisse pas le remercier, et puis prendre quelqu'un d'efficace. Mais voilà, la France, c'est aussi ça, donc ça veut dire que, voilà, on a à se remettre en question et à faire des réformes qui sont prévues, je vous en parlerai. Une petite question pratique aussi, parce que je ne sais pas si tout le monde a reçu les enveloppes officielles pour les votes de dimanche. Alors, un grand moment. Il y a eu du changement. Jusqu'à les autres mandats et les autres campagnes que j'avais faites, chaque fois, les mises sous pli se faisaient dans le département. Et chaque fois, on avait un nombre de candidats équivalents. La première fois, c'était 12, la deuxième fois 14, cette fois, c'est 13. Mais c'est régulier, puisque les 4 circonscriptions 3 ont 13 candidats, et une en a 14. Donc c'est dire que c'est la moyenne française, donc c'est un chiffre qui est répandu un petit peu partout. Et donc, les mises sous pli se faisaient par la préfecture, dans le département, et c'était confié à des associations. Non mais il faut rentrer par là. Évidemment, le dernier, le retardataire, c'est mon mari. Voilà, on l'applaudit. Avec ma fille. Voilà, il voulait arriver discret, c'est raté. Alors je disais que donc... avant, on confiait à des associations ou à des gens qui travaillaient comme ça, ça leur faisait un petit peu plus, un petit pécule. Il va casser le matériel. Allez, bon, j'attends qu'ils soient installés parce que c'est bon là. Et donc ça faisait
un petit pécule à des gens locaux qui travaillaient ici et qui connaissaient leur département. Le gouvernement en place a voulu changer les choses. Ils ont centralisé sur Lyon toutes les communes et toutes les circonscriptions de France. Alors, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet avec le maire de Lyon, M. Collomb, j'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'il a récupéré tout ça? En tout cas, c'est une pagaille monstre. Alors, on s'est déjà pris... Bonsoir, rentrez, allez-y. C'est vrai que c'est pas... Il n'y a pas d'entrée discrète, là. Allez-y. Allez-y, c'est pas grave. Il y a des places, Oui, et donc, je disais que donc ces enveloppes... allez-y. D'accord, mais c'est très gentil, Mais il vient s'installer ou il repart? D'accord. C'est pas grave. Bonsoir. Et oui, que disais-je? Donc, les enveloppes étaient constituées ici localement, et là, donc tout est centré sur Lyon. Et on le présageait, on pressentait des problèmes. Vous vous rendez compte de toutes les circonscriptions de France centrées sur une seule ville, des gens qui ne connaissent pas les départements, qui ne connaissent pas les coins, et avec autant de candidats. Donc déjà, la semaine dernière, on avait une date limite pour envoyer les documents, et il fallait, là aussi changement, qu'à la charge des candidats, le transport soit assuré jusqu'à Lyon, dans les délais. Donc on avait tout fait dans les règles, et la veille du dernier jour, on nous a dit, on a perdu vos professions de foi, on ne les trouve plus. Alors pour moi, c'était les professions de foi. Pour Daniel Mac, qui est sur la une, ils avaient perdu ses bulletins. Bon alors, grosse panique, quoi. La montée d'adrénaline, parce qu'on n'avait pas le temps matériel d'en ressortir d'autres. Et puis le lendemain, ils nous dit, ça y est, on les a retrouvés. Bon, déjà ça, mais alors là, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on est vendredi pour dimanche. D'habitude, les enveloppes officielles allaient arriver une semaine avant. Là, on est sur les délais. Moi, Villeneuve, tout n'est pas distribué, ça arrivera, on vous a dit demain. Et toutes les enveloppes qui sont arrivées ne sont pas conformes. Alors, il y a 5 candidats, 7 candidats sur 13. Il y a 3 fois le même. Il y a un bulletin. Il y en a... C'est une panique monstre. Alors, ça n'a pas arrêté de téléphoner aujourd'hui. Les gens affolés en nous disant « Mais vous n'êtes pas dans l'enveloppe. » D'autres « Ah ben oui, il n'y a que vous, mais il n'y a pas les autres. Les bulletins. » Alors, on a appelé la préfecture, et parce que je pense, ça peut être des causes d'annulation de l'élection. Hein. Alors après, je pense qu'il faut le relativiser parce que c'est tous les candidats qui sont touchés. Si ça n'était qu'un ou deux, je pense qu'on aurait matière à se plaindre, mais là, a priori, c'est partout et c'est tous les candidats. Alors dans certaines enveloppes, je vous dis, moi on m'a appelé, on m'a dit, vous y êtes, il n'y en a que 5, mais vous y êtes, c'est bon. L'autre, ah mais non, vous n'y êtes pas dans le village. À Villeneuve, il y a quelques-uns qui ont reçu, mais comment il n'y a pas la profession de foi. Donc je ne sais pas, on n'a jamais vu ça. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. On est en train de centraliser tous les problèmes, donc chez nous déjà, dans la famille politique, et puis on va le faire aussi avec la préfecture. Donc ne soyez pas étonnés. Ce que vous pouvez faire, c'est garder quand même les enveloppes pour que ça constitue des preuves si on en a besoin. C'est vrai que si les scores sont très serrés, ça peut avoir une influence et ça peut permettre d'annuler l'élection. S'il y a des scores sans appel, ça ne sera pas la peine. Donc je ne sais pas du tout. Autre chose aussi, ce matin on avait une émission à l'Indépendant. Donc des nouvelles techniques. Bon, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais ils nous ont dit que c'était des chats. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc on était censé communiquer avec des auditeurs qui appelaient pour des questions. Et donc on avait 20 minutes, chaque candidat passait pendant 20 minutes. En fait, il n'y a eu aucun échange. C'était la journaliste qui nous posait les mêmes questions à tous. Et on répondait pendant qu'un autre journaliste tapait sur l'ordinateur, donc il fallait chaque fois attendre. Enfin, je n'ai pas trouvé ça très réactif et très intéressant, quoi, hein. Donc, bon, on verra ce que ça va donner. Mais les nouveautés ne sont pas toujours intéressantes, quoi, hein. Bon, voilà pour accueillir monsieur. Bonsoir, allez-y. Alors, voilà, c'est s'installer.
Alors, pour passer à des choses donc pas qu'elles n'étaient pas sérieuses, mais on est là aujourd'hui réunis parce que donc on a le premier tour des élections qui arrive dimanche. On est sur les derniers jours. Et cette élection de législative revêt une importance tout à fait particulière. C'est vrai qu'on vient de connaître des élections présidentielles inédites. On n'a jamais connu un tel cas de figure. Et d'ailleurs, on le voit hein, quand on fait campagne sur le terrain, les gens sont assez déroutés, dubitatifs, sceptiques. Donc on ne sait pas vers quoi on va. Et ce matin aussi, quand j'étais à l'Indépendant, j'en parlais avec d'autres candidats qui me disaient, notamment j'en parlais avec un candidat qui, comme moi, est sur la 3e campagne de législative. Il me dit c'est la première fois que c'est le flou total. Je ne sais pas dire qui remonte ou quelles peuvent être les prévisions. Alors, voilà, on aura la surprise dimanche, on ne sait pas du tout vers quoi on va. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les électeurs ont conscience de l'importance de cette élection. Parce que vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'abstentions pendant les présidentielles, qu'elles se sont passées de façon tout à fait particulière, et que, voilà, là, les législatives vont être le 3e tour, qui va permettre de faire un choix, de faire les choix que les gens ont vraiment voulu. Donc, qu'en plus, ce qu'on nous annonce... Ah oui, une autre nouveauté. Parce que quand on nous annonce un nombre de parlementaires énorme, beaucoup d'entre vous se sont étonnés aussi du fait qu'on ait déjà les résultats des élections des Français de l'étranger. Tout le monde a été scandalisé, moi la première, parce qu'on a toujours gardé le secret jusqu'à ce que les élections sur la métropole soient données pour ne pas qu'il y ait d'influence. Or là, tout de suite, on a eu les résultats. Et comme par hasard, ils étaient très favorables au président en place. Et on nous a dit qu'il y avait là aussi un changement de règles, que c'était à la demande des députés des Français de l'étranger qui trouvaient qu'une semaine, ça n'était pas suffisant entre les 2 tours. Et qu'eux qui étaient à l'étranger sur des distances importantes, il leur fallait 15 jours. Donc ils ont demandé à ce que l'élection du premier tour soit avancée d'1 semaine par rapport au territoire national. Et donc, voilà pourquoi il était impossible matériellement de tenir et de garder le secret pendant 1 semaine. On peut avoir quelques doutes sur l'argumentaire, mais bon, voilà les explications, donc ce serait a priori normal. Alors, donc je vous disais qu'on a les 2 tours, donc dimanche ça sera le premier tour le 11 et le 2e tour aura lieu le 18 juin, et ces élections seront très importantes. Pourquoi? D'abord, le début d'un quinquennat, c'est vrai que ça crée toujours un espoir. Une nouvelle dynamique, surtout après les 5 ans que nous venons de connaître avec des records battus dans tous les domaines. On a battu les records de chômage, les records de pauvreté, les records de dette nationale, les records de déficit, de la perte d'autorité de l'État. On est dans une situation catastrophique. Et François Hollande a été le président le plus impopulaire de la Ve République, avec le bilan le plus désastreux. Bilan dans lequel Emmanuel Macron a joué un rôle majeur en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée et principal conseiller du président François Hollande, et il a été pendant 2 ans son ministre de l'économie. Il nous affirme être dans la rupture, ne plus rien avoir avec son prédécesseur. Même si on a des doutes, pourquoi ne pas le croire? Il nous promet la transparence, le renouvellement, la fin du clivage droite-gauche. Il affirme ses priorités en matière d'emploi, de modernisation de l'État, de refondation de l'Europe. Pourquoi ne pas le suivre? Nous voulons être constructifs et positifs, mais tout en restant fermes sur nos convictions. Les débuts du nouveau gouvernement apportent les premières désillusions. Nous voyons déjà apparaître des incohérences et des décisions inquiétantes. On nous avait promis un renouvellement de la classe politique. Et nous trouvons au poste de garde des Sceaux François Bayrou, qui a été ministre déjà sous Mitterrand.
comme renouvellement, on pouvait s'attendre à mieux. On a au poste de ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui a 70 ans et qui est maire de Lyon depuis 22 ans. Comme pourfendeur des fraudes politiques, René Dosière, 76 ans, est député depuis 25 ans. La première mesure la plus symbolique du quinquennat d'Emmanuel Macron se voudrait être la moralisation de la vie publique. C'est le nouveau ministre de la Justice, François Bayrou, qui en est chargé. Et, vous l'avez entendu, il vient d'être mis en examen, certes pour diffamation, mais c'est quand même la première fois qu'on a un ministre de la Justice mis en examen pendant son exercice. Richard Ferrand, ministre de la Cohésion et des Territoires, qui est soupçonné d'avoir favorisé l'enrichissement personnel de sa compagne par le biais des mutuelles de Bretagne. Le parquet de Brest, qui au départ ne jugeait pas utile d'ouvrir une enquête, a fini par en diligenter une. On découvre qu'il a donné des subventions publiques aux mutuelles de Bretagne pour qu'elles louent le local de sa compagne. De plus, la valeur de la société qui lui appartient a été multipliée par 3000 en 6 ans. Comme moralisation de la vie publique, on peut se poser quelques questions. En plus, M. Ferrand a été rémunéré 1 250 € par mois par les mêmes mutuelles de Bretagne. Alors, voilà. Comme solution aussi pour la moralisation de la vie publique, le gouvernement a proposé d'interdire les emplois familiaux. On peut se poser des questions là aussi sur l'efficacité. Cela ne concerne manifestement pas les compagnes, les amis politiques, les embauches clientélistes que nous connaissons tous, entre autres dans les collectivités territoriales. Une plainte vient d'être déposée aussi contre Marielle Sarnez et contre le MoDem pour emploi fictif d'attaché parlementaire. L'euphorie du début commence à retomber. Mais pour nous et nos enfants, nous voulons tous que le pays se redresse. Et notre devoir est d'y contribuer. Député, je soutiendrai et voterai toutes les mesures positives. Celles en faveur de l'emploi et de l'économie, la simplification du Code du travail avec une protection des salariés, la suppression du RSI, la modernisation de l'État, le système universel de retraite avec en fonction des cotisations le même droit à pension pour tous, la défiscalisation des heures supplémentaires, la refondation de l'Europe, la diminution du nombre de parlementaires, le démantèlement des associations qui s'attaquent à la République. Malgré ce, il faut être plus sévère dans la lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas attendre qu'un fichier S passe à l'action pour agir. Il faut revenir au pain plancher et à l'expulsion des étrangers délinquants. La plupart de ces mesures figurent dans notre programme et il serait malvenu de notre part de ne pas les soutenir. Les Français ne veulent plus de ces oppositions systématiques et de cet esprit partisan qui bloque les réformes pourtant si nécessaires. Comme Emmanuel Macron, nous savons reconnaître qu'une idée est bonne, même si elle ne vient pas de notre camp. En revanche, il ne sera pas possible de tout cautionner. Et en particulier, je n'approuverai certainement pas l'augmentation de la CSG, surtout après le matraquage fiscal du dernier quinquennat, augmentation qui va toucher 5 millions de fonctionnaires, 9 millions de retraités, 4 millions de professions libérales. Je vous rappelle que cette taxe a été créée en 1990 par Michel Rocard. Elle était alors de 1,1%. Elle est passée à 7,5% en 1998 sous Lionel Jospin. Et Emmanuel Macron propose de l'augmenter entre 8,5% et 10%. Si cela améliorait la situation, nous pourrions l'accepter. Comme tel n'est pas le cas, nous avons l'impression d'être pris pour des vaches à lait. Nous sommes persuadés que le matraquage fiscal ne va pas s'arrêter là, vu toutes les promesses qui sont faites. La suppression des charges sur salaire, cotisations, chômage, maladie et allocations familiales, alors que les caisses sont vides et que dès septembre, l'État doit recourir à l'emprunt pour financer toutes ces caisses. Comment va-t-on financer ces suppressions ?
La suppression de la taxe d'habitation, et là j'en parle d'autant plus devant les deux maires présents, qui est une ressource principale pour les communes. Je vois pour Villeneuve-de-la-Raho, la taxe d'habitation rapporte plus d'1 million d'euros par an. Donc on nous dit que ça va être compensé. Compensé par quoi, on ne sait pas. Certainement par un impôt nouveau. Comment on va nous le rétribuer? Et en général, quand on met quelque chose en place, c'est pas pour que ça rapporte moins, c'est pour que ça rapporte plus. Donc on a quelques inquiétudes et du souci à se faire. L'augmentation du budget militaire qui doit passer de 32 milliards à 50 milliards. Le service militaire qui pour un mois va nous coûter 3 milliards d'euros par an. Les nouvelles allocations chômage pour tous, pour les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales, les personnes qui démissionnent. Comment allons-nous pouvoir payer tout ça? Les caisses chômage, vous le savez, sont vides. Et on n'arrive déjà pas à payer le chômage aujourd'hui. Comment allons-nous financer toutes ces nouvelles allocations qui sont sympathiques et elles séduisent énormément de monde, hein. C'est sûr que toutes ces professions en étaient exclues. Là, j'ai vu un commerçant à Port-Vendre l'autre jour qui me dit bah, c'est sympa, avec lui on aura le chômage. Oui d'accord, mais on le paye comment? Voilà. La CSG ne sera jamais suffisante. Si Emmanuel Macron obtient la majorité absolue, il appliquera son programme, et rien que son programme, même si uniquement 24% des Français ont voté pour lui au premier tour. De plus, chaque candidat en marche a signé une charte qui est quasiment un serment de fidélité, voire même d'allégeance. Sans aucun espace de liberté, ils ne pourront rien contester et donc devront tout approuver. Nous aurons des parlementaires inutiles qui ne pourront en aucun cas nous protéger. Aujourd'hui, les propositions de loi sur la justice du nouveau gouvernement ne vont pas assez loin. Il faut réinstaurer, comme je le disais, les peines planchers. Nous avons besoin de plus de sévérité en matière de justice. Emmanuel Macron ne dit rien sur l'immigration, alors que les Français ont exprimé leur préoccupation en la matière, qui est un problème majeur de notre société. Nous devons prendre exemple sur des pays comme le Canada, qui exigent une caution pour entrer sur leur territoire. Au premier problème, les immigrés sont reconduits grâce à cette caution dans leur pays d'origine. Ils obtiennent ainsi un respect de leur pays, avec une grande réussite quant à l'intégration sociale des étrangers. Que feront les députés macronistes au sujet des mandats de maire? Macron propose aujourd'hui de limiter le nombre de mandats de maire à 2 ou 3 mandats. Il y a une semaine, c'était 2 mandats. Il y a dû avoir des remontées négatives, c'est passé à 3. Aujourd'hui, la démocratie permet de se débarrasser d'un maire indésirable dès la fin du premier mandat. Pourquoi pourrait-on décider de façon arbitraire d'empêcher des maires qui font correctement leur travail et qui sont soutenus par leur population de continuer leur mission? Pourquoi ne pas faire confiance aux électeurs comme c'est le cas aujourd'hui? C'est comme si on décidait de mettre un terme à l'exercice d'un médecin au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, comme ça. Sur le cumul des mandats, pour les petites communes, nous sommes nombreux, toutes sensibilités confondues, à penser qu'il n'est pas salutaire d'avoir des parlementaires qui soient coupés de la réalité du terrain. Être maire d'une petite commune est tout à fait compatible avec un mandat de député. Par contre, les grands mandats, comme maire d'une grande ville, président de région ou ministre, il est clair que le non-cumul est indispensable. La différence entre les projets d'Emmanuel Macron et celui de la droite et du centre ne sont pas rédhibitoires, mais elles sont incontestables. C'est dire une fois de plus l'importance de ces élections législatives et pourquoi il est indispensable d'avoir un groupe conséquent à l'Assemblée, un groupe qui puisse peser et qui permette un partage des responsabilités. La voix de la différence doit se faire entendre et le rôle de votre député, c'est d'être cette voix de proposition pour contribuer au redressement national dans un esprit constructif, mais sans se renier et sans se soumettre. Pour défendre son territoire, cette 4e circonscription pour laquelle je me suis tant battue. Si je souhaite à nouveau m'investir comme je l'ai fait de 2007 à 2012, c'est que parce que
quand l'on s'implique, on obtient des résultats. Bien sûr, il faut se battre plus qu'ailleurs, parce qu'on est loin de Paris, on est loin des centres de décision. Et il faut donc beaucoup d'énergie à un député catalan pour être chaque semaine présent à l'Assemblée afin de légiférer, de participer aux commissions, de s'engager pour le développement des projets de notre territoire et de revenir sur notre circonscription pour être à l'écoute de tous et être disponible pour tous les dossiers. C'est ainsi que j'ai pu faire entendre la voix de notre département et plus particulièrement de notre circonscription à l'Assemblée nationale pour que soient pris en compte à Paris vos préoccupations et les enjeux locaux. Alors, quelques chiffres sur mon activité parlementaire, parce que j'ai découvert aussi, à travers ces réunions, que les gens ne savent pas précisément ce que fait un député, en quoi consiste sa mission. Alors, quelques chiffres. Mon mandat, j'ai 260 propositions de loi co-signées ou déposées, 351 amendements co-signés, 2 dont j'ai été l'auteur et qui ont été votés à l'unanimité, je vous en parlerai tout à l'heure, 108 questions écrites et orales au gouvernement, 3500 rendez-vous assurés à mon cabinet parlementaire tous les lundis et vendredis avec des habitants de la circonscription, des professionnels, des associations, 30 000 courriers par an échangés avec les différents acteurs économiques locaux. 320 séances dans les différentes commissions à l'Assemblée. De 2007 à 2008, j'étais membre de la commission des affaires sociales. De 2009 à 2012, j'étais membre des affaires culturelles et de l'éducation et également de la commission environnement. Chaque mardi matin, à l'Assemblée, nous avions une réunion de notre groupe parlementaire avec le Premier ministre et tous les ministres du gouvernement. Des rendez-vous hebdomadaires dans les cabinets ministériels pour soutenir les dossiers de la circonscription. Les mardis et mercredis, séances publiques de questions au gouvernement. C'est la seule chose que vous, public, vous voyez de l'activité parlementaire. Ces questions qui sont retransmises à la télé le mardi et le mercredi de 3 à 4. Et je trouve que c'est très réducteur. Parce que les gens ont l'impression, moi j'ai été choquée la première fois que je suis arrivée dans l'hémicycle, on dirait une cour de maternelle où les parlementaires s'invectivent, se ridiculisent, crient, des fois agitent leurs petites tablettes, hein. Certaines dorment aussi, et donc ça donne une image vraiment très réductrice de l'activité d'un député. J'ai trouvé que c'était dommage parce que c'est vraiment pas ça le travail que l'on fait. C'est pour ça que c'est important que je vous donne quand même quelques éléments. Chaque semaine aussi, j'avais des réunions avec les élus locaux, avec les professionnels, les associations, pour faire avancer les dossiers de la circonscription. Quelques missions, pour que vous ayez un aperçu des différentes missions de parlementaires. Donc j'étais membre de la commission des affaires sociales dans la première partie de mon mandat et de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le second. J'ai été rapporteur de projets de loi. J'ai été nommée rapporteur pour la recodification du Code du travail. C'était déjà une préoccupation et une priorité pour le gouvernement du mandat précédent. Et j'ai travaillé pour cela avec le ministre du Travail, Xavier Bertrand. J'ai également travaillé sur un rapport d'études à la demande d'autres ministres. J'ai réalisé un rapport sur le respect des symboles de la République. Parce que déjà, le respect des symboles de la République se dégradait. Et donc, on a pu obtenir le pavoisement du drapeau français. C'est à l'époque où un drapeau avait été malmené, rappelez-vous. Je passerai sur les détails. Donc, le pavoisement devant les établissements scolaires toute l'année. La mention République française qui doit être plus visible devant tous les établissements publics. Et l'apprentissage de la Marseillaise et de son histoire à l'école. J'ai ensuite travaillé sur un rapport sur le photojournalisme qui est lié à Visa pour l'image, qui a lieu chaque année en septembre à Perpignan. Et je l'ai réalisé à la demande du ministère de la Culture, parce qu'il y avait une crise très grave que traversaient les photojournalistes, et suite au développement de la photo numérique et d'Internet. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur la carte vitale pour que soit mentionnée la volonté de tout donneur d'organes. Je trouvais que c'était important que ça puisse figurer sur
quelque chose que vous avez sur vous. Et là, ça a été à la suite de drames qui m'ont touchée, puisque j'ai perdu mon frère d'un accident du cerveau, et il aurait pu donner ses organes. Et quand un drame comme ça vous arrive, moi, si on m'avait demandé si j'acceptais, j'aurais refusé. Parce que vous êtes déjà traumatisé par ce qui vous arrive, vous n'avez pas envie qu'en plus on touche à l'être que vous aimez, quoi. Et donc je pensais qu'il fallait que ce soit la personne qui l'exprime de son vivant et qu'elle décharge la famille. Et ensuite, 6 mois après, j'ai perdu mon cousin Germain parce qu'il n'avait pas eu de greffe de cœur et de poumon. Donc c'est dire que j'ai été touchée par le problème directement et un peu de temps dans ma famille. Et dans l'hémicycle, les débats qui se sont entamés ont privilégié le secret de la vie privée. Les parlementaires, et c'était droite et gauche confondus, ont estimé qu'on n'avait pas... Allez-y. Que les professionnels de santé, que ce soit les médecins, les pharmaciens, ne devaient pas savoir, quand ils travaillaient sur une carte vitale, si la personne acceptait ou non de donner ses organes. Je trouvais que c'était des arguments futiles par rapport à l'importance des dons d'organes. Mais bon, ça fait partie des débats parlementaires. Et là, il y a eu une évolution législative en la matière, puisqu'aujourd'hui, vous êtes tous considérés comme donneurs si vous ne refusez pas qu'on vous prélève des organes. Donc je trouve que ça a été une bonne solution aussi. Il y a une discrétion. Je trouve qu'il y a une difficulté quand même peut-être d'accès pour vérifier, mais bon, je trouve que c'est bien qu'il y ait eu cette évolution. Alors, j'ai eu également des missions à l'international. Parce qu'un député, ça ne travaille pas que sur le domaine national. Donc je me suis rendue avec Nathalie Kosciusko-Morizet aux États-Unis, en Floride plus exactement, à la suite d'une pollution en hydrocarbures importante. Et donc on a pu travailler avec des experts internationaux pour voir quelles étaient les mesures qu'ils mettaient en place et comment ils traitaient des pollutions à grande échelle comme celle-là. Donc ça a été très intéressant. À Taïwan aussi, là c'était dans le cadre de commission en développement durable. Nous allions, la délégation française, apprendre nos techniques aux Taïwanais. Et en fait, on a découvert qu'ils étaient beaucoup plus avancés que ce qu'on imaginait. C'est presque eux qui nous ont appris des méthodes plus avancées à la limite que les nôtres. En Chine, nous avons eu aussi 2 missions. J'ai participé à deux missions en Chine avec Raffarin, Jean-Pierre Raffarin, qui est adulé en Chine. J'ai été accueillie comme un chef d'État. Et donc on allait là-bas pour le rapprochement économique avec la Chine, pour ne pas la subir, mais au contraire devenir des partenaires. Et je me suis demandé, j'ai demandé à Jean-Pierre Raffarin pourquoi il était tant apprécié en Chine. Et d'abord, il est passionné par la philosophie chinoise et par l'histoire de la Chine. Et au-delà de ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu une épidémie très grave en Chine. Alors je ne me rappelle pas comment s'appelait le virus, et plus aucune autorité étrangère ne voulait aller sur le territoire chinois, et le seul qui est allé et qui n'a pas mis de masque, ça a été Jean-Pierre Raffarin. Et ça a touché les Chinois, et donc on a été reçus par le Premier ministre de l'époque, et lui il était accueilli, je vous dis, il avait le tapis rouge partout, et on était vraiment sur des échanges très intéressants. Et j'ai été là aussi époustouflés par la fierté qu'ont les entreprises chinoises de leur travail. Ils ont beaucoup de jeunes entrepreneurs et des entreprises qui sont cotées en bourse, qui ont un niveau international et qui ont des croissances à 2 chiffres. Et donc le matin, on avait des réunions très cadrées. C'était 1 heure dans chaque entreprise et ils nous montraient leurs résultats économiques. Et donc avec leur autofinancement, les marges d'investissement, tout leurs résultats, ils étaient fiers de nous montrer l'évolution de leurs entreprises. Et c'est vrai que c'était quand même des choses assez troublantes, quoi. Et donc c'est important. Et Jean-Pierre Raffarin nous disait qu'il ne faut pas avoir peur de la Chine. Ils ont un potentiel de développement énorme. Il nous disait les pays occidentaux, on est, au point de vue consommation et évolution économique, on plafonne un petit peu, on n'a pas trop de marge d'évolution. Alors que la Chine,
il y a un tel potentiel d'expansion que c'est plus un marché intéressant pour nous que pour eux de venir en Europe. Donc, c'est pour ça qu'il avait une façon de voir les choses qui a été très intéressante et qui était très porteuse pour le partenariat de notre pays avec la Chine. Le Vatican aussi, je faisais partie d'un groupe de relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Et nous avons rencontré le pape et donc les évêques qui l'entouraient. Et là aussi, on a beaucoup appris sur comment communiquer, l'art de communiquer sans ne rien dire. Parce qu'alors là, pour avoir des précisions sur les problèmes du Vatican, ça c'est quelque chose. Donc ça a été aussi très intéressant. Le Danemark, j'ai été chargée d'une étude sur le développement de l'éolien, et plus particulièrement de l'éolien offshore. C'est des pays qui sont précurseurs et qui ont un développement des énergies renouvelables en la matière énorme. Et on a quand même vu le dessous, le côté négatif de la chose, c'est que l'éolien revient très cher. Et en installation, et en fonctionnement, en coût de fonctionnement, et surtout l'éolien offshore. Et donc j'ai visité des plateformes là-bas, c'est énorme. Et c'est vrai que c'est des coûts de fonctionnement astronomiques. Alors, ils ne parlent pas trop de cet aspect, parce que c'est vrai qu'ils préfèrent rester sur l'image très positive des énergies renouvelables. Mais ils en reviennent quand même. Alors que beaucoup, leur économie énergétique est énormément basée sur l'éolien. Donc il y a quand même, c'est controversé. C'était intéressant d'avoir ce point de vue aussi. En Libye, je suis allée en Libye aussi sur des échanges économiques, puisque après la chute de Kadhafi, les pays européens essayaient de se placer pour participer et contribuer à la reconstruction du pays. Et donc, je me souviens qu'on faisait la queue, les délégations, on était entre la délégation allemande, la délégation italienne, pour rencontrer le futur gouvernement libyen et donc pouvoir avoir des parts économiques dans la reconstruction de ce pays. L'Allemagne, j'ai également eu la chance de travailler pendant une semaine avec les députés du Bundestag. Et j'ai rencontré Angela Merkel. Et je vous assure que là aussi, vous apprenez beaucoup de la rigueur et de la façon de travailler des parlementaires allemands. Ils ont une efficacité sur les réunions. Quand vous commencez la réunion, on vous dit, ben voilà, la réunion commence à 18h, elle finira à 19h. Tous les groupes politiques s'expriment. On apprend à synthétiser, à être percutant, efficace, et on avance. Ils avancent très vite en peu de temps, alors que la méthode française donne aux parlementaires des temps de parole proportionnels aux groupes politiques. Et donc si par exemple vous avez 12 heures de temps de parole sur un sujet, ben pendant 12 heures vous entendez par les différents parlementaires le même sujet. Donc je vous avoue qu'au bout de 10 heures ou 11 heures, il y a quelques petites somnolences qui sont justifiées. Voilà pour que vous ayez une idée de tout ce que peut faire, de tous les sujets sur lesquels un parlementaire peut se battre. Et les résultats aussi que nous avions obtenus à l'époque pour le département. On avait eu une revalorisation de 25% en 5 ans du minimum vieillesse, 25% en 5 ans de la location adulte handicapé. Je vous passe les chiffres des personnes qui ont été concernées par ces chiffres-là. On a eu une augmentation du pouvoir d'achat de 4% sur 5 ans, sur le mandat précédent. Et on était un des rares pays d'Europe à connaître une hausse. Ça s'est inversé sur le mandat qui vient de se terminer. On a eu aussi l'instauration, je vous le disais, des peines planchers, qui a permis la diminution de la délinquance de plus de 30%. Évidemment, elles ont été supprimées dès l'arrivée de Hollande et la délinquance a réaugmenté. Il y a eu une maîtrise de l'immigration avec 5000 expulsions prononcées par la préfecture des Pyrénées-Orientales et moins 25% d'attribution des titres de séjour. La réforme historique des universités, ça aussi, ça a été quelque chose. C'est Valérie Pécresse qui a porté cette loi. Et l'autonomie des universités a permis d'obtenir des financements privés, dont par exemple
Quand dans une région, vous avez une entreprise qui a besoin d'ingénieurs ou de techniciens hautement qualifiés, elle peut contribuer pour la création de classes d'ingénieurs ou de BTS ou de techniciens, et elle peut financer. Donc ça donne de l'oxygène aux universités et ça permet d'être plus performant et de coller aux besoins du monde de l'entreprise. L'université de Perpignan a bénéficié de 15 millions d'euros pour ouvrir des filières innovantes. On a mis en place aussi le versement d'un 10e mois de bourse pour les étudiants. On a créé aussi à Perpignan l'école de la deuxième chance avec le soutien de l'État pour permettre l'intégration professionnelle et sociale des jeunes sortis du système éducatif sans qualification et sans emploi. On a contribué à la création de 2 agences pour l'emploi, une à Céré, une à Argelès. On a supprimé la taxe professionnelle qui a favorisé la modernisation de l'outil de travail ainsi que l'emploi. Du soutien à l'agriculture aussi, j'ai pu obtenir la visite 2 fois du ministre de l'Agriculture qui est venu soutenir l'agriculture locale, ce qui était tellement important. On a remplacé le RMI par le RSA et le Grenelle de l'environnement qui a aussi changé les mentalités et qui a fait prendre conscience que les énergies fossiles n'étaient pas illimitées et qu'il fallait être plus vertueux, plus économe, et ça a permis le développement de la recherche et de l'ingéniosité pour avoir des énergies autres, je vous en parlerai. Concernant plus précisément Banyuls et ses environs, j'ai toujours pensé que les élus devaient unir leurs efforts et dépasser toute attitude partisane pour l'intérêt général, et je sais qu'on partage ces valeurs avec les 2 maires ici présents. C'est dans cet esprit et sans attendre Emmanuel Macron que j'ai mis toute mon énergie dans les projets de développement de notre circonscription. Le parc naturel marin de la Côte Vermeille. À l'époque, j'ai travaillé sur la création de ce parc avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Il n'y avait qu'un parc qui existait à l'époque, c'était le parc de la mer d'Iroise. Et c'était important qu'on en crée un sur notre côte. Et ça a eu tellement de succès, l'initiative a eu tellement de succès que au début, ça ne devait concerner que la Côte Vermeille. Et ça s'est développé, enfin du moins les maires de communes comme Le Cat, de l'Aude, et beaucoup plus loin aussi, se sont rajoutés, et même du côté espagnol. Et on avait pu obtenir 1 million d'euros pour la création de ce parc naturel marin. Ensuite, ça a été récupéré par le feu président du département, Christian Bourquin, qui a voulu en faire un parlement de la mer. Donc au départ, ça devait être très pragmatique et utile, et c'est devenu une usine à gaz qui manque d'efficacité et de réactivité. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de revoir ce sujet. Il y a eu également la création du biodiversarium de Banyuls. Le laboratoire Arago, qui a développé un outil scientifique autour de la biodiversité de la Méditerranée, intitulé dans le biodiversarium. J'ai contribué à obtenir les financements de l'État, en partenariat public-privé là aussi, entre le ministère de l'Enseignement supérieur, la région et les laboratoires Pierre Fabre. Alors, je n'ai pas eu la chance de partager ce moment avec l'actuel maire de Banyuls, c'était sur le mandat précédent, et on a eu Pierre Fabre, je pense que tout le monde le connaît, qui est décédé aujourd'hui, qui était le patron des laboratoires Pierre Fabre, qui est venu donc signer ce partenariat État, région, privé pour donner des fonds à ce laboratoire. Il y avait un intérêt personnel aussi, puisque le Banyuls a une configuration topographique exceptionnelle, puisqu'il y a un dénivelé unique au monde, m'a-t-on dit, entre les fonds marins de Banyuls et les hauteurs, et que ça fait une biodiversité très intéressante et dont se servent les chercheurs. Donc Pierre Fabre, lui, voulait développer la recherche en matière de cosmétologie avec tout ce qui est sous-marin, et ça a bénéficié aussi à la recherche scientifique médicale. Aujourd'hui, ce laboratoire est en pleine expansion, donc il s'agrandit.
Les travaux sont en cours, ils seront bientôt finalisés. Je ne sais pas si on peut dévoiler les prévisions dont tu m'as parlé, avec les personnalités, on peut. Donc je vous le dis, ça m'a fait très chaud au cœur il y a 2 mois, quand le responsable actuel du laboratoire m'a appelé pour me faire visiter les travaux et pour me montrer où en était ce laboratoire, puisqu'il me dit, vous avez tellement contribué, vous nous aviez aidé par le passé, donc on vous doit ça. Et donc j'ai pu tout visiter. Et il y aura une inauguration qui est prévue en novembre. Et normalement, le prince de Monaco devrait être là, puisqu'il est très attaché au laboratoire, aux aquariums. Il en a un fabuleux chez lui. Et donc, il soutient la recherche en la matière. Et il devrait faire honorer de sa présence l'inauguration. Et s'il vient de manière officielle, il y aura normalement aussi un ministre, une autre personnalité de l'État. Donc je suis ravie que ce laboratoire acquiert une notoriété internationale. Alors, oui, et juste une précision sur ce laboratoire, puisqu'il est rattaché à l'université parisienne Pierre et Marie Curie. Hein. Donc voilà, qui est leader en la matière. La digue de Cerbère. Ça a été aussi un grand sujet de combat, puisqu'en décembre 2008, la digue de Cerbère avait été emportée par la tempête Xynthia. Et comme j'allais souvent partout, que je connaissais les maires, j'avais leur portable, j'ai pu aider Jean-Claude Portela, parce que donc la digue, le remplacement a été prévu pour 8,5 millions d'euros. Et il n'avait comme budget que 2 millions d'euros sur sa commune, donc impossibilité d'emprunter, impossibilité de financer les travaux. Et donc il fallait absolument obtenir le classement en catastrophe naturelle pour avoir accès aux financements nationaux et européens. Et donc c'est ce qu'on a obtenu. Et donc pour la petite anecdote, comment ça se passe, des choses comme ça. C'est pour ça que c'est très important qu'un parlementaire soit tenace, qu'il connaisse les dossiers de son territoire. J'avais donc donné le dossier au ministère de l'Intérieur. À l'époque, c'était Michel Alliot-Marie qui était ministre. Et donc, on avait un autre problème à gérer, c'était la prévision de déplacement de l'école de police de Perpignan qui devait partir sur un autre département. Et tous les parlementaires s'étaient regroupés pour aller peser de tout leur poids à Paris au ministère de l'Intérieur. Et donc, on attendait dans la salle d'attente et passe le directeur de cabinet de Michel Alliot-Marie. Je l'appelle et je lui dis, et mon dossier là de Cerbère, il en est où? Il m'a dit, ma pauvre Jacqueline, il passe demain en commission et il va être classé vertical. Je lui dis, comment ça? Alors je me mets à pleurer, je dis, c'est pas possible, tu peux pas me laisser comme ça avec Cerbère. J'explique la situation. Et cette tempête Xynthia, rappelez-vous, elle avait fait énormément de dégâts sur la côte atlantique. Alors il me dit, avec toutes les centaines de millions dont on aura besoin pour la côte atlantique, ta petite digue de Cerbère, ma pauvre. Et puis, alors quand il a vu mon désarroi, il a appelé son cabinet, il me dit en plus il manque un papier. Je dis bouge pas, j'appelle le maire, et heureusement j'avais son portable, il m'a répondu, donc j'ai pu les mettre en relation. Il a transmis le papier qui manquait, et le lendemain, en réunion des ministres le mardi matin, il m'a dit Jacqueline, le dossier, c'est bon. Donc, on avait obtenu le classement en catastrophe naturelle, ce qui a permis le financement total de cette digue. Et Jean-Claude, qui n'est pas de ma sensibilité politique, en est reconnaissant, et je sais qu'il m'en parle très souvent et qu'il en parle aussi autour de lui. Donc, c'est des belles aventures dont je me souviens, qui sont des beaux moments. Et donc, c'est pour ça qu'un parlementaire se doit d'être présent sur le territoire, mais aussi à Paris pour défendre de tels dossiers. La défense de notre agriculture locale, aux côtés de l'actuel ministre de l'économie, qui était entre 2007 et 2012 ministre de l'Agriculture, c'était Bruno Le Maire, je me suis opposée à la proposition faite par l'Union européenne de libéraliser les droits de plantation des vignes. Alors ceux qui ne sont pas viticulteurs, ça ne leur dira pas grand-chose, mais on a obtenu une dérogation jusqu'en 2017 et il faudra agir de nouveau pour remonter au créneau pour ce qui concerne ce problème. Et puis d'autres aussi. Donc je me suis impliquée pour favoriser la production de proximité et des circuits courts.
Et entre 2007 et 2012, il y a eu pas mal d'intempéries qui ont beaucoup touché l'agriculture aussi. Et là, c'est pareil. Bruno Le Maire, à l'époque, avait répondu présent et il avait soutenu les agriculteurs locaux. Là, on avait obtenu aussi la création de pôles d'excellence rurale pour la mise en valeur des produits locaux et des culturels et touristiques. Donc ça, c'était très important pour le tourisme local. J'ai travaillé aussi sur le développement ferroviaire pour les transports de marchandises. Je ne sais pas si vous savez, on appelle ça le ferroutage. Et là aussi, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui était venue au Boulou pour favoriser les transports par train. Tous les poids lourds qui traversent notre département et qui viennent d'Espagne devaient être transportés par voie ferrée. Alors, ça a permis la création de 324 emplois, mais le système stagne un peu parce qu'il faudrait développer le nord de l'Europe pour que partout ce ferroutage soit efficace. Et donc, bon, il reste du travail à faire là-dessus. Le lycée d'Argelès, donc sur lequel je me suis battue, et pour l'aménagement du territoire, j'ai fait en sorte qu'il ne se fasse pas au détriment du lycée de Céré. Et donc le lycée d'Argelès, qui est très important pour tous les enfants de la côte, a une spécificité touristique. Il a récupéré les sections professionnelles du moulin à vent et donc est axé spécifiquement sur le tourisme. Et on a laissé à Céré la spécialité d'art plastique, donc en maintenant quand même l'enseignement général, mais les sections d'art plastique sont liées au musée d'art moderne de Céré. Donc ça lui donnait aussi une spécialité. Il y a eu 2 classes de BTS de créées et il y a une mini-cité universitaire qui va être construite. Là, c'est dire que les deux ont pu se faire ou évoluer sans se faire de tort. Et ça, c'était important. Je me rappelle d'une réunion que j'ai eue un matin à 7h du matin avec le maire de Céré et le recteur d'académie de Montpellier pour justement gérer l'équilibre des deux lycées. Ensuite, avec la commission culture dont j'étais membre, on a obtenu le 15 mai 2010 le premier label de pays d'art et d'histoire transfrontalier des vallées catalanes du Tec et du Ter, à un groupement de communes de notre circonscription, donc qui va du Boulou jusqu'à Coustouge. Donc là aussi c'était important pour la mise en valeur de tout ce qui est activité touristique. J'ai soutenu une loi visant à lutter contre le frelon asiatique. Ça peut paraître un peu léger, mais c'était grave aussi pour les cultures, pour le miel et pour nos apiculteurs. Et là, ça semble s'être calmé de ce côté-là. Aussi, j'ai un gros dossier, il y a eu 2 gros dossiers que j'ai portés quand j'ai débuté mon mandat parlementaire. Allez-y, vous pouvez rentrer, allez-y. L'enfouissement de la THT, la ligne à très haute tension. Je suppose que vous vous rappelez quand même, parce que ça a été des éléments marquants sur notre département et surtout sur notre circonscription, l'enfouissement de la ligne à très haute tension qui va du Pertus jusqu'à Valchas. Et là, il y a eu énormément de réunions puisque j'ai soutenu le collectif Non à la THT. Et on a tellement bougé, tellement manifesté, tellement râlé qu'au niveau national, ils ont détaché un médiateur international puisque les problèmes se passaient entre l'Espagne et la France. Et donc ils nous ont détaché le médiateur Mario Monti. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui c'est, et qui est devenu Premier ministre italien. Et donc on a obtenu une première mondiale quant à la longueur de la ligne enfouie et au montant du budget qui lui a été consacré, puisqu'il y a eu 700 millions d'euros qui ont été débloqués. Donc sur notre département, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et on a obtenu la signature du ministre qui à l'époque était Jean-Louis Borloo. Voilà. Donc ça a demandé aussi beaucoup d'énergie. Un petit sujet qui vous concerne peut-être un petit peu moins sur la côte, mais ça draine aussi du tourisme, c'est le thermalisme. Le thermalisme, là aussi j'étais dans la commission thermalisme, parce que nous avons 3 villes thermales dans ma circonscription. Il y a la Presse, il y a le Boulou, il y a Amélie-les-Bains. Et les parlementaires, toutes sensibilités confondues,
voulait dérembourser les cures thermales. Il trouvait que c'était du tourisme aux frais de la sécurité sociale. Et donc il a fallu se battre pour le maintien. Et on avait lancé un rapport d'experts pour travailler sur les bienfaits du thermalisme. Et donc j'ai obtenu de l'hémicycle, ça a été mon deuxième amendement voté à l'unanimité, que ne soit pas dérembourser les cures, qu'on attende le travail du rapport des experts qui devait durer 3 ans. Et donc le remboursement a été maintenu à l'unanimité de l'hémicycle. Il se termine en 2017. Donc il va falloir là aussi remonter au créneau. Mais bon, on y est prêt. Donc ça a sauvé quand même les 3 vallées concernées. Voilà un petit peu le travail multiple et varié qui concerne un parlementaire. J'espère que vous avez une idée un petit peu plus précise de ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ou ce qu'on fait quand on y met de l'énergie et quand on s'y dévoue, parce que peut-être que tout le monde ne fait pas la même chose. Pour l'avenir, en ce qui concerne l'environnement et les énergies renouvelables, je m'y suis beaucoup impliquée, je vous l'ai dit, et je favoriserai, je soutiendrai toutes les initiatives les concernant. En particulier, la toute première école d'ingénieurs en énergie renouvelable et développement durable en France, SUP-ENR. Elle a été inaugurée à Valmy le 15 septembre 2016. Et donc, je vous le disais, c'est la première en France et elle s'adapte tellement aux atouts formidables de notre circonscription pour l'énergie solaire, la géothermie, la récupération des eaux usées traitées. Tout le monde sait que, enfin, du moins, au moins les élus, que je porte le projet de golf à Villeneuve de la Raho qui sera arrosé par les eaux traitées de la station d'épuration. Donc on n'utilisera pas du tout des eaux profondes, ni même des eau de surface. On utilisera ces eaux qui sont perdues pour tout le monde aujourd'hui. Et j'aimerais développer ce système sur les communes qui ont des stations d'épuration performantes pour l'arrosage de leurs espaces verts, des stades, des choses comme ça. Donc je vais essayer de le développer. Et on est en train de travailler aussi sur la communauté urbaine de Perpignan, puisque là aussi je suis vice-présidente chargée de l'environnement, sur l'utilisation des gaz, des biogaz, qui sont fabriqués par les boues des stations d'épuration. Et donc, on est en train de travailler sur un projet qui va permettre de chauffer, avec les boues de la station d'épuration de Perpignan, 1200 logements. Donc c'est dire que si on peut l'étendre et le développer sur d'autres communes, ben ça permettra aussi d'économiser de l'énergie. Alors, l'agriculture, je vous en parlais, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis fille et sœur d'agriculteurs et donc je continuerai à soutenir ces professions et notamment la viticulture dans la Banyuls pour vendre et tout l'arrière-pays qui est si beau grâce aussi à ces viticulteurs. Et j'étais samedi sur un vernissage au CD des Templiers. On a goûté des vins exceptionnels, des Banyuls exceptionnels et vraiment on se dit qu'il y a des merveilles dans notre territoire, sur notre territoire qu'il faut préserver et qu'il faut développer, soutenir. Ensuite, le soutien aux personnes âgées, ça c'est quelque chose aussi qui se développe, l'isolement, les personnes vulnérables, c'est un sujet aussi qui me tient à cœur et pour lequel je m'impliquerai. Ensuite, la défense du pays catalan, ses spécificités, sa langue, ses traditions, ses produits. Voilà, je pourrais encore vous parler beaucoup, enfin parler longtemps et beaucoup d'activités et de sujets qui me passionnent, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se recentrer sur l'actualité et donc penser à dimanche. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on peut gagner cette circonscription. J'ai ressenti de la part de l'équipe qui m'est fidèle et qui me suit, qui n'a jamais été aussi nombreuse, et qui m'a convaincue de cette victoire qui est possible. Donc, moi j'y crois. Alors les sondages, bon, vous les avez vus, c'est vrai qu'ils sont pas très optimistes, mais ils sont en train de s'inverser parce que hier soir, on voyait que les sondages se resserraient entre Macron et les Républicains, donc tous les espoirs sont permis, et qu'en plus, je pense, j'espère, que ce que j'ai fait, que l'implication aussi que j'ai pu avoir sur ce territoire, sera reconnue, que l'expérience et la compétence prévaudra sur la nouveauté. La nouveauté c'est bien, mais bon, il faut aussi s'appuyer
sur des choses concrètes, sur le travail qui a été fait et sur des preuves qui ont été apportées. Alors, je voudrais vous dire un mot aussi sur mon suppléant. Jean qui est ici, qui, vous le savez peut-être, est natif de Céré et qui s'est dévoué pour la protection de ses concitoyens pendant toute sa carrière de gendarme. Il pourrait couler des jours heureux et paisibles et il a fait le choix de s'impliquer dans la vie associative, ce qui dénote une grande générosité de sa part. Il est coprésident du Céré sportif. Et j'ai pu partager la belle victoire de son équipe le dimanche 14 mai, qui leur a permis d'accéder en Fédéral 1. C'est la seule équipe de tout le département. Et ils ont disputé aussi le quart de finale des championnats de France. J'ai pu apprécier sa gentillesse, la gentillesse de toute sa famille. D'abord de son épouse Christine, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Elle aussi, elle se dévoue pour la cause commune, puisqu'elle est élue à Saint-Jean-Plat-de-Corps. Et elle est très impliquée dans la vie associative. Elle s'occupe de musique avec l'orchestre de Catalogne, mais aussi de sport, puisqu'elle est à la tête aussi d'une association, les Semelles dans le vent, une association de marathoniens, s'il vous plaît. C'est pas peu de choses. Et donc c'est dire que la famille a un profil qui m'a beaucoup touchée. Et la gentillesse de sa famille en général, sa maman, ses frères, bref. Et son épouse est originaire, Jean-Pierre, de Port-Vendre. Sa famille est très connue, très appréciée à Port-Vendre. Donc c'est dire qu'ils sont sur le Val-Espire, sur la côte. Voilà, c'est des gens précieux, exceptionnels et adorables. On défend les mêmes valeurs avec Jean et Christine. Et nous avons beaucoup de similitudes, le même amour de la nature humaine, et c'est les raisons pour lesquelles, vous le comprenez, je l'ai choisi comme suppléant et je vais lui demander de venir me rejoindre, cher Jean. Je vais lui demander de nous dire quelques mots. Et bonsoir à tous. Je ne sais pas si je mérite toutes ces louanges, mais je remercie Jacqueline de me les donner. Donc, eh bien, voilà, je me suis rapproché de Jacqueline. Vous avez pu le constater, elle vous l'a dit, c'est une personne qui travaille énormément. Elle a fait un très grand travail sur la circonscription. Et à ce moment-là, moi j'étais en activité. Et c'est avec mon travail qu'on a pu se rencontrer. J'étais à ce moment-là en poste au groupe de commandement à la compagnie de Céré. Et j'étais en même temps élu président des sous-officiers de la compagnie de Céré et au niveau de la région Languedoc-Roussillon. Et donc, on a eu quelques soucis, donc moi, à ce moment-là, sur la compagnie de Céré. Il y avait le peloton de surveillance et d'intervention, ça s'appelle le PSIG, que la gendarmerie voulait déplacer sur Argelès. Donc, en tant que rôle de président des sous-officiers, donc je suis intervenu. Je suis monté au niveau de la région Languedoc-Roussillon, où j'avais quelques relations, et on en a débattu. J'en ai débattu avec le général de Marseille, et il m'a dit, oui, mais il y a des appuis politiques, il faudrait, si vous connaissez, c'est des affaires politiques, il faudrait vous rapprocher de la politique. Donc, quand je suis revenu sur Céré, j'ai pris le téléphone et j'ai pris rendez-vous avec Jacqueline Hirès, par l'intermédiaire de son cabinet, et puis elle m'a reçu. Et nous avons discuté, moi j'ai dit nos problèmes, et elle m'a dit, bon, je vais au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur, puisque la gendarmerie dépend du ministère de la Défense en tant que notre statut, et pour emploi, nous dépendons du ministère de l'Intérieur. Donc elle est intervenue sur les deux ministères, et puis au bout de quelques temps, donc moi de mon côté, elle de son côté, il y a un message un jour qui est arrivé, en nous maintenant le site de Céré, à Céré. Bon, ensuite, la suite, Jacqueline n'a pas été réélue en 2012, moi je suis parti à la retraite. Et puis, bon, la politique est intervenue, et le psy, maintenant, il est à Argelès. Voilà. Donc c'est là que j'ai pu voir son travail, et c'est une personne que j'ai énormément appréciée, une gentillesse, elle reçoit assez facilement, et je l'ai également connue sur notre sujet dont elle vous a parlé tout à l'heure, concernant la digue de Cerbère. Donc quand il y a eu ces dégâts, moi je suis descendu avec le commandant de compagnie,
Quand je suis arrivé sur place, elle était avec le préfet. Et c'est vrai que c'était un désastre, c'était affreux. Le maire de Cerbère était dans un état, vraiment, il était au-dessous de tout. Et donc, Jacqueline a pris ce dossier en main. Et ce que j'ai apprécié sur elle, c'est que politiquement, elle n'était pas du même bord. Je le savais. Et elle a pris ce dossier, elle n'a pas regardé la politique là-dessus, elle a défendu cette commune, et elle a réussi à avoir, comme elle l'a dit tout à l'heure, ces 8,5 millions d'euros, et sachant que la commune de Cerbère n'avait qu'un budget de fonctionnement de 2 millions. Donc voilà, donc j'ai apprécié l'efficacité de Jacqueline Irles, je l'apprécie énormément, et quand elle m'a demandé d'être à côté d'elle pour cette campagne, et peut-être on verra plus tard, eh bien, j'ai de suite répondu oui, parce que je l'apprécie énormément, et je pense qu'il faut voter pour Jacqueline Irles, parce qu'elle le mérite énormément. Voilà. Je voudrais faire juste un petit encart concernant, elle en a parlé tout à l'heure, il ne faut pas se tromper sur les législatives. Il y a des candidats qui se font appeler Macron. Nous, c'est Jacqueline Irles, c'est pas Barouin. C'est Jacqueline Irles. Alors, quand vous, pendant la campagne, là, ou pendant demain ou après-demain, quand vous aurez des gens à côté de vous qui vont vous dire « Moi, je vote Macron », dites-leur que non. Macron, il est élu, il est président de la République. C'est le candidat qu'il faut connaître, et demandez-leur s'ils connaissent le nom du candidat sur la 4e circonscription, parce qu'il m'est arrivé, pendant la campagne, là, notamment il y a 3 jours, sur Serré, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais moi, je vote Macron ». Je lui ai dit, comment s'appelle le candidat sur la 4e circonscription? Il n'a pas été en mesure de me le dire. Alors, c'est quand même important de savoir pour qui on vote. On ne vote pas pour Macron, on vote pour des candidats, et je crois que Jacqueline Irles, on ne dira pas on vote Barouin, on vote Jacqueline Irles, par ses compétences. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, merci d'avoir été attentif. Et donc, n'oubliez pas de dire autour de vous pour dimanche qu'il faut y aller, et que vous arriviez à convaincre des indécis ou des gens qui n'ont pas envie d'aller voter. Parce que c'est vrai que ce qui menace énormément, là, c'est l'abstention. On nous a dit, et d'ailleurs, dans les résultats que nous avons pour les Français de l'étranger, vous avez vu qu'on a atteint une abstention mais jamais égalée, plus de 80%. Énorme, énorme. Donc, il ne faudrait pas que ce soit le cas chez nous. Et donc, je compte sur vous avec tout ce que je vous ai dit. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé, que vous puissiez avoir des arguments pour convaincre ceux qui ne le sont pas encore. En tout cas, merci à tous. Et on va finir par la Marseillaise, à laquelle je suis tellement attachée. Et merci beaucoup encore.